Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, à nouveau. Moi, c'est Youssouf Labo Daouda. Nous sommes réunis ce soir pour discuter sur un sujet intitulé Comprendre et relayer les actions de changement dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Ceci est dans le cadre de ce programme que nous avons lancé au niveau du réseau professionnel avec le programme de renforcement des capacités des e-reporters Agenda 2030-2063. Alors, sans tarder, le communicateur du jour, c'est bel et bien notre collègue de, du réseau professionnel avec M. Amel Gandaho. Monsieur Amel Gandaho, veuillez activer plutôt votre micro. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir, chers tous. C'est un plaisir de nous revoir encore sur le plateau pour pouvoir échanger et discuter. Merci infiniment à vous, Monsieur Amel Gandaho. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Il est exactement 20h33 minutes. Le temps de souhaiter la bienvenue à Monsieur Aïhoun, à Monsieur Kodjo Alfred Adjaka et à Monsieur Faladé Pierre. Je vois aussi un collègue qui est enregistré avec e-reporter agenda 3063. Donc, je nous souhaite tous la bienvenue au nom du réseau professionnel avec et au nom de son président, Monsieur Enoch Akpamoli, qui certainement va nous rejoindre d'un instant à l'autre. Je vais laisser respectueusement, avec tous les honneurs possibles, la, la place et le micro à Monsieur Gandaro Hamel pour nous dire un peu comment ça va se passer dans un premier temps, une communication. Est-ce qu'il a prévu pour nous un temps pour des échanges? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va partager un écran avec nous ce soir? Je vais laisser la parole alors à M. Gandaro Armel, le temps de nous dire un mot introductif et finalement nous allons lancer la séance. Mais au passage, je dis bienvenue à M. Tosupe Venance. Monsieur Gandaro Armel, qu'est-ce que vous avez prévu pour nous ce soir? Merci beaucoup. Je remercie tout le plateau. C'est toujours un plaisir pour moi d'échanger, de partager aussi mes connaissances et mes expériences. Pour ceux qui me connaissent ou ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Armel Kanaro. Je suis ingénieur en santé publique et développement et expert eau potable, hygiène et assainissement. Donc, c'est un sujet d'actualité, donner de l'eau potable à la population et aussi rendre le cadre et améliorer le cadre des ménages en termes d'hygiène et d'assainissement. Un sujet sur lequel on échange tous les jours et que ça fait partie des problèmes vécus par les populations. Donc, la démarche que nous allons adopter, ce n'est pas une présentation, mais c'est carrément le brainstorming. Donc, par rapport à ce sujet, chacun a des opinions, chacun a une idée. Donc, nous allons donner la parole à tout le monde de pouvoir poser des questions et nous allons faire vraiment, disons, des échanges fructueux pour pouvoir apporter beaucoup de clarifications sur un certain nombre disons, de sujets qui sont des sujets brûlants et que le gouvernement du changement de point de rupture est en train de faire tout pour pouvoir satisfaire les populations. Donc, voilà comment nous allons essayer de procéder. Merci beaucoup. Monsieur Youssouf. Merci à vous, Monsieur Gandaro Armel. Le temps de vous laisser prendre un petit verre d'eau et de lancer à nouveau la séance. Je dis bonne arrivée à Monsieur Thalès Dossou. Il vient de nous rejoindre. J'espère qu'il nous entend parfaitement bien. Chers amis, chers participants, je nous invite tous à garder nos positions d'écoute et à avoir aussi à côté un bloc-notes avec un stylo pour mieux noter parce que certainement, tel que l'a annoncé le communicateur du jour, c'est une séance d'échange, de donner et de recevoir, de discuter autour de cette thématique qui est transversale à presque tout ce que nous faisons au quotidien. Nous connaissons un peu ce que c'est que l'assainissement, ce que c'est que l'hygiène, c'est nécessaire dans notre vie au quotidien. Alors, je vais, en votre nom, chers participants, inviter M. Gandaro Hamel à prendre la parole pour nous conduire. Nous allons rigoureusement euh, achever ou arrêter la séance après une heure d'échange selon les
directives que j'ai reçues du président M. Enoch Akpamoli. Alors, sans tarder, mesdames et messieurs, je laisse la place à M. Gandaro Armel. M. Gandaro Armel, à vous. Ok, merci beaucoup. Merci, chers participants. Merci, M. Doré. Merci, M. Daouda. Tout le monde sait que l'eau potable, le slogan, c'est source de vie. Et l'hygiène aussi, assainissement, c'est aussi source de vie. Donc, le gouvernement de changement fait tout possible pour pouvoir améliorer les conditions de vie et le cadre de vie et les conditions de vie des populations. Et ils sont sur tous les fronts, tant en milieu urbain qu'en milieu rural. Donc, au niveau de l'eau potable et de l'assainissement, il y a deux stratégies. Il y a une stratégie de l'eau, de l'approvisionnement en eau potable. Il y a aussi la stratégie nationale de l'hygiène et de la production de l'hygiène et de l'assainissement. Donc, les deux sont en train d'être mises en œuvre pour pouvoir améliorer les conditions de vie et d'existence de nos populations. Donc, comme je l'ai dit, étant un sujet d'actualité, je vais vous laisser la parole aux participants de pouvoir poser des questions pour que nous puissions échanger et que je pourrais apporter ce nombre de clarifications par rapport à tout ce que l'État fait pour pouvoir augmenter le taux de décès et le taux d'accessibilité des populations en termes d'eau potable et d'assainissement, et aussi en termes aussi de la gestion des infrastructures qui sont en train d'être réalisées tant au niveau de l'eau qu'au niveau de l'assainissement, tant en milieu urbain qu'en milieu rural. Donc, c'est les deux milieux que nous avons sur lesquels l'État est en train d'agir pour que nos populations se sentent vraiment béninois et puissent avoir les services publics de base pour pouvoir mieux vivre dans leur localité. Donc, je vous donne la parole. Posons des questions et nous allons faire des échanges sous forme de brainstorming. Merci beaucoup. Merci, merci. On va inviter chaque participant à prendre la parole volontairement pour répondre aux directives du communicateur. Alors, chers participants, veuillez veuillez réactiver plutôt votre micro et vous prenez la parole. Il y a aussi l'icône réaction qui vous permettra de lever la main et d'être désigné pour prendre la parole dans l'ordre surtout. Et ça va être meilleur. Donc, si vous avez cette icône réaction, vous pouvez cliquer dessus pour lever votre main et intervenir, soit pour poser des questions, soit pour nous dire un petit mot par rapport à la thématique de ce soir. Chers participants, vous avez la parole. Monsieur Aïhou, bonsoir. Vous m'entendez, monsieur Aïhou? Oui, bonsoir, je vous entends bien. Merci de prendre la parole et de nous dire un peu ce que vous avez à dire par rapport à, à ce que le communicateur vient de dire. Il a parlé, il a dit, c'est un brainstorming sur le sujet. Alors, si vous savez quelque chose sur le taux de décès, sur le taux d'accessibilité en eau potable surtout, sur l'étendue du territoire béninois, les infrastructures urbaines et rurales, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à la question? Voilà, merci beaucoup. Pour avoir fait un peu d'études dans le domaine, je pourrais dire que l'accès à l'eau au Bénin, il faut dire déjà que l'eau, c'est une ressource vitale. C'est une ressource dont nous avons besoin pour survivre sur la terre. Et quand nous allons prendre cette répartition sur la terre des Béninois, je dirais que c'est inéquitablement réparti parce qu'il y a des zones où nous avons une abondance de ressources en eau et il y a des zones où nous n'avons pas, nous avons quasiment des quantités vraiment petites. Parce que si je prends la zone de Dassa, par exemple, les granites ne nous permettent pas, par exemple, de creuser des adductions d'eau villageoise pour que les populations puissent avoir accès à l'eau. Donc, le défi, selon moi, c'est que le gouvernement ou nous-mêmes, les associations,
en tout cas, ça va partir de la base. Le gouvernement puisse, comment dire, définir des politiques. Bon, ce serait coûteux, hein? Ces politiques seront vraiment coûteuses, mais définir ces politiques-là pour permettre aux populations à la base d'avoir vraiment accès à l'eau, mais à de l'eau potable, de l'eau qui pourrait permettre aux populations d'éviter les maladies hydriques, les maladies liées à l'eau. Nous pouvons parler du choléra, etc. Donc, voilà un peu. Et vraiment, ce que j'attends vraiment de cette communication, c'est de pouvoir, comment dire, connaître plus la politique en eau au Bénin. Comment est-ce que la politique en eau au Bénin, comment ça se passe? La loi sur l'eau, l'accès à l'eau, comment est-ce que ça se passe au Bénin? Merci beaucoup. Merci hein, Monsieur Aïhon pour cette contribution très enrichissante et suivie d'une question sur ce qu'il faut savoir en matière de politique en eau au Bénin, la politique liée à l'accès à l'eau au Bénin. Monsieur Aïhon, je vais vous demander de couper, de muter votre micro. Ça va nous permettre de suivre les autres. Voilà, c'est fait. Donc, nous allons D'accord. demander à... Monsieur Daouda. Oui, allô? Oui, Monsieur Daouda. Oui, allez-y, Monsieur Gandao. Oui, je propose en même temps d'interagir au fur et à mesure que les participants posent des questions, parce que c'est pourrait que ça soit aussi la préoccupation d'autres personnes aussi. Tout à fait. Il n'y a pas de souci. Donc, allez-y. Suite à son intervention, oui, bien sûr, allez-y. OK. Je remercie beaucoup M. Ayou, qui a parlé aussi des politiques, qui a parlé aussi des maladies hydriques et comment ces politiques sont mises en œuvre. Il a pris la région de Dassa. C'est vrai, dans la région de Dassa-Dzoumé, c'est une zone de socle. Quand on parle de zone de socle, cela veut dire que pour trouver l'eau, c'est très difficile. Il faut dire, dans un passé, ça, c'est-à-dire même déjà pas été. Ça a été réalisé. Aujourd'hui, maintenant, c'est plus des SAEV, on appelle des SAEP, des systèmes d'approvisionnement en eau potable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des macros à pouvoir desservir la population. Aujourd'hui, à Dassa, on peut témoigner qu'il y a un SAEP qui a été, ce qui fait qu'en on est autour de 60%, ce qui n'était pas le cas il y a de cela encore moins de 10 ans. Donc, en matière de type d'eau, nous avons les eaux souterraines, on a les eaux de surface, ça c'est les fleuves, etc., qu'on peut utiliser pour voir en fait de l'eau potable. On a aussi d'autres formes d'eau et qu'on peut aussi les eaux usées, c'est-à-dire qui sont un peu, disons, de nos cuisines, etc., qu'on peut aussi utiliser par sur la tombe. Ce que l'État bénin utilise beaucoup plus au Bénin, c'est les nappes, donc les eaux souterraines et les eaux de surface que l'État utilise beaucoup plus au Bénin pour pouvoir desservir la population sans aucun risque. Les politiques existent. Il y a les politiques, il y a le code de l'eau, il y a les stratégies aussi qui accompagnent. Il y a la stratégie d'approvisionnement en eau potable, il y a la stratégie nationale de la promotion de l'hygiène et de l'assainissement. Donc aujourd'hui, l'État s'efforce pour mettre en œuvre toutes ces lois et tests et ces stratégies. Ce qui fait que nous avons des projets gigantesques. C'est-à-dire, ce n'est plus un village, une AV. Ça n'amène à rien. On a expérimenté cela pendant 20 ans, 30 ans dans ce pays, ça n'a amené à rien. Parce que la maintenance d'une infrastructure, ça coûte excessivement cher. Et il faut passer vraiment, disons, à l'étape disons, macro pour pouvoir vraiment faire, disons, une très bonne gestion. Et aujourd'hui, une chose est d'avoir l'infrastructure, l'autre chose est de pouvoir faire la gestion. Ce qui fait que l'État aujourd'hui, dans sa stratégie, est en train de recruter
je veux dire, on appelle des fermiers, ce n'est pas des fermiers agricoles. C'est-à-dire, c'est des concessionnaires, c'est des grands fermiers qui viennent prendre en concession ces infrastructures et gèrent et paient des redevances à l'État par rapport à la gestion de ces infrastructures. Donc, les tests saisis, donc, voilà un peu comment, par rapport à l'application de M. Ayou, comment, disons, les choses se passent au Bénin. Donc, tant qu'il y a de l'eau potable, c'est qu'il n'y a plus de maladies hydriques. Donc, aujourd'hui, si vous allez regarder les statistiques, et au niveau de Dassa, les maladies hydriques sont drastiquement en baisse. Parce que je suis aussi du secteur de la santé aussi, je connais un peu les indicateurs à ce niveau. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à la préoccupation de M. Ayou. Merci beaucoup. Ok. Monsieur Ayon, j'espère que vous avez bien suivi. Si vous avez une réaction à nouveau, Monsieur Ayon. Oui, j'ai suivi avec attention. Ou bien ça peut aller. Oui, ça peut aller pour le moment. Allô? Monsieur Ayon, oui, j'ai suivi. Il ne m'entend pas du tout. Oui, j'ai suivi l'élément de réponse. Vous allez jeter un coup d'œil. Il y a un message dans le chat. Bon. Oui, M. Daouda. Oui. Le son de votre côté, ça crache un peu à mon niveau. Je ne sais pas si c'est pareil chez les autres. Hein. C'est bon maintenant. C'est bon chez moi. L'élément de réponse, c'est bon. Je vais revenir plus tard si j'ai d'autres préoccupations. Il n'y a pas de souci. D'accord, merci beaucoup. J'ai lu dans les... Monsieur Daouda. Oui, allez-y. J'ai lu dans les discussions la préoccupation de M. Pierre Paladé. Paladé, tout à fait. Oui. Quelles sont les stratégies d'assainissement en eau potable pour un mieux-être de nos communautés à la base? Donc, il y a deux stratégies, comme je le disais. Il y a la stratégie d'approvisionnement en eau potable et la stratégie nationale de la promotion de l'hygiène et de l'assainissement. Vous me suivez? Oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. OK. Donc, ces deux stratégies se complètent parce que c'est plusieurs ministères qui interviennent à ce niveau. Pour l'eau potable, nous avons le ministère de l'eau et des mines à travers la direction générale de l'eau. Bien sûr que le ministère de la Santé intervient en termes de, je vais dire, disons, de la surveillance de la qualité de l'eau. Donc, ce que nous appelons l'élaboration des plans de gestion et de la sécurité sanitaire de l'eau, PGSSE. C'est dans la stratégie qu'au niveau de chaque infrastructure d'eau réalisée, on doit pouvoir élaborer un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau. C'est toute une démarche où c'est même d'autres formations qu'on peut aussi faire en ligne pour expliquer aux gens ce qui se passe réellement. Donc, au niveau de l'assainissement, nous avons deux grands ministères qui gèrent ça aujourd'hui. Il y a le ministère de la Santé et le ministère du Cadre de vie qui gèrent ce côté assainissement. Et ces ministères
sont aussi accompagnés parce qu'on ne peut pas parler de l'assainissement et de l'hygiène sans parler de l'eau. Ce qui fait que les trois ministères se reviennent toujours pour pouvoir faire tout là, chacun dans un rôle régalien. Donc, si vous allez sur le Google, vous aurez le document de stratégie de la production en eau potable avec les tests et les lois. Et si vous allez aussi dedans, vous aurez aussi le document de la stratégie nationale de l'approvisionnement en eau potable, hygiène, assainissement. Et à ce niveau aussi, comme nous avons aussi la surveillance de la qualité de l'eau, il y a aussi une stratégie nationale de la surveillance de la qualité de l'eau. Ça fait alors 3 stratégies qui sont en train de mise en place pour que la Pologne puisse avoir de l'eau potable. Je peux aller réaliser un forage chez la maison. Il y a des tests et lois. Il y a des normes à faire sur à respecter en termes de forage, c'est-à-dire ce qu'on appelle les châteaux d'eau dans les maisons. C'est interdit, proscrit par la loi. Parce qu'il faut suivre un certain nombre de normes, la disposition, l'implantation par rapport, c'est-à-dire là où on doit mettre le forage par rapport à l'emplacement, disons, d'une fosse ou bien d'une latrine. Il y a des distances à respecter. Donc, il y a beaucoup de choses que les gens ne sont pas informés, mais que nous faisons dans notre ignorance qui contribuent à des maladies parce que ça contamine la nappe souterraine que nous avons chez nous à la maison. Et toutes les nappes sont communicantes. Donc, voilà un peu ce que je peux répondre à M. Pierre Faladé. Je ne sais pas si j'ai tout dit par rapport à sa préoccupation. Donc, l'État fait l'effort pour que les gens puissent avoir de l'eau, non seulement de l'eau, avoir, disons, accès à l'eau. Parce qu'il y a une différence entre taux de décès et taux d'accessibilité de l'eau. Donc, aujourd'hui, non seulement l'État lutte pour qu'on puisse avoir un bon taux de décès, mais il faut rapprocher le robinet d'eau potable auprès des communautés. D'où la réalisation des grands AEV que nous appelons les SAEP, les systèmes d'approvisionnement en eau potable aujourd'hui. Et il y en a partout. Tant à Cotonou, tant en milieu rural qu'en milieu urbain. À Cotonou, dans n'importe quelle ville ou bien village et commune dans ce pays, il y a ces services qui sont en train de réaliser et vous allez les voir. Et l'État est en train de faire les réceptions. Parce que ça demande beaucoup d'investissement. Et ce qui retarde ça aujourd'hui, ce qui fait qu'on ne voit pas encore l'effet, c'est que c'est des appels d'offres qu'il faut lancer. Et si jamais il n'y a pas des structures qui sont qualifiées pour prendre ce terrain, il faut encore relancer. Et c'est ça qui fait qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a peut-être un retard dans la réalisation d'un certain nombre de choses. Parce que dans le slogan de l'État, l'État dit d'ici 2024, 100% que les populations de Bénoises ont accès à l'eau potable. Or, nous sommes déjà en 2022 et nous sommes à 70%. Donc, voilà un peu les paramètres. Covid aussi s'est mêlé à ça, ça encore agit sur cela. Ce que nous appelons, ça là, on les appelle les risques de mise en œuvre des projets. Parce que dans tout projet, il faut identifier les risques de mise en œuvre. Voilà ce que je peux dire pour ne pas, monopoliser la parole. Merci beaucoup. Alors, merci. J'espère que M. Faladé a beaucoup est satisfait de ce qui a été dit. C'est vrai qu'il a écrit dans le chat box. Merci beaucoup pour l'apport. Alors, on va passer au suivant. S'il y a d'autres intervenants, veuillez bien vous manifester. Il y a l'icône réaction qui vous permet de lever votre main. Je vois la main de M. Dorus qui est levée. M. Dorus, allez-y. Oui, merci beaucoup, monsieur Youssouf. Je remercie également par passage monsieur Ganarou. Mais moi, j'ai quelques préoccupations. D'abord, la première, quand nous prenons, par exemple, une commune en tout cas une commune, je prends par exemple la commune de Didja, par exemple, qui est dans le département du Zou, où nous avons tellement de difficultés en ce qui concerne l'accès à lorsque je prends cette commune, il y a des villages dans lesquels puisse avoir accès, elle doit parcourir une cinquantaine de 100 mètres, 160 mètres de distance avant de l'avoir. Maintenant, je reçois un peu faiblement.
Ça crache un peu. Vous savez? C'est pas du tout mieux, hein. C'est pratiquement la même chose. Monsieur Landry, veuillez couper votre micro. Je ressors puis je reviens alors. Non, c'est bon maintenant. Ok. Donc, je disais que dans une commune du Djidja, par exemple, hein, qui est dans le département du Zou, ici au Bénin, il y a une partie de la population de cette commune qui n'a pas du tout accès à l'eau. C'est-à-dire, cette commune, dans certains arrondissements, certains villages de cette commune, rencontrent certaines difficultés en termes d'accès à l'eau. La population est obligée de parcourir près de 300 mètres, 500 mètres, environ un peu moins d'1 kilomètre avant d'avoir accès à l'eau potable. Maintenant, quel type d'accès à l'eau potable encore? Ils ont fait des AEV, bon, en tout cas des AEV, je crois bien que c'est comme ça que ça s'appelle. Et de surcroît encore, ces dispositifs mis en place pour permettre à ce que la population puisse avoir accès à l'eau, on leur demande encore de payer, c'est-à-dire une bassine en tout cas un bidon de 25 litres, on leur demande encore de payer un prix forfaitaire, je crois bien de 25 francs. Mais moi, je me dis, avec les efforts que le gouvernement est en train de faire aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut véritablement mesurer ces efforts-là en termes d'accès à l'eau? Parce qu'aujourd'hui, moi, je prends une commune, par exemple, la commune, je peux dire même à Porte-Nouveau, là, à Porte-Nouveau, je peux encore dire à Porte-Nouveau, dans un quartier non loin de la commune d'Avrancourt, c'est un quartier qui n'a pas encore accès, qui n'a pas encore accès à l'eau potable. Et difficilement, ils ne sont pas, cette population n'arrive pas à avoir accès à l'eau. Moi, je me donne, avec cette stratégie mise en place par l'État, depuis, je crois bien, l'avènement, je crois tous les gouvernements qui se sont succédés ont milité pour que la population puisse avoir accès à l'eau. Mais moi, je me dis, par exemple, à Porte-Nouveau, tout près d'ici, mais je me demande encore pourquoi nous rencontrons également ces difficultés. L'autre chose aussi, en tout cas, c'est une inquiétude que je partage avec le communicateur pour qu'il puisse nous donner un peu son avis en ce qui concerne ces difficultés que nous rencontrons. Est-ce que c'est un problème de leadership local, c'est-à-dire qu'il y a des autorités locales qui ne font pas vraiment un apport considérable en ce qui concerne les démarches, en ce qui concerne le lobbying qu'il faut pour que véritablement le gouvernement pense à eux? Ou bien est-ce que c'est une question de lourdeur administrative qu'on rencontre au niveau des appels d'offres un peu partout? L'autre chose que je voudrais aussi également dire, c'est que c'est la qualité de l'eau potable. Je crois bien, avec M. Youssouf, nous avons mené quelques recherches parce qu'il y avait un projet pour lequel nous voulons subventionner un temps et nous travaillons beaucoup plus sur l'amélioration de la qualité de l'eau potable. Je me dis, avec ces recherches, nous avons quand même constaté qu'aujourd'hui, avec le système d'AEV, en tout cas les dispositifs que nous rencontrons dans les villages aujourd'hui, c'est que la qualité de l'eau reste encore douteuse. En ce sens que la population même qui arrive à avoir accès à de l'eau auprès de ces dispositifs, en tout cas jusqu'à l'heure, nous ne pouvons pas dire la bonne. Et il faut d'abord passer par encore un autre système de filtrage pour que véritablement l'eau soit consommable. Moi, je me dis, est-ce que véritablement la politique mise en place par nos États en ce qui concerne l'accès à l'eau potable, qu'en est-il? Mais qu'est-ce qui cloche véritablement pour que ces difficultés, nous les rencontrons de manière très récurrente comme ça? Merci beaucoup. Merci, hein, Monsieur Dorus. J'insiste, hein, j'invite tous les participants à garder leur micro éteint ou coupé,
sauf si vous avez à prendre la parole. Et je nous encourage aussi à lever la main. Les icônes sont là. Quand vous allez voir au bas de votre écran réaction, il y a quelque part où vous allez lever votre main. Ça permettra une meilleure visibilité de ceux qui souhaiteraient intervenir. Donc, je vais laisser la parole à M. Gandaho. Amen. OK, merci beaucoup. Merci à M. Dorus. Merci beaucoup. J'abonde dans le même sens que Youssouf pour demander à tous les participants d'avoir les micros éteints. Ça permet d'écouter, de bien recevoir celui qui est en train de poser sa préoccupation. Et aussi, tous ceux qui viennent d'arriver aussi, de faire l'effort aussi d'éteindre leur micro pour que nous puissions, disons, beaucoup échanger. Merci beaucoup. Donc, je vais commencer. Et je crois qu'il y a quelques communes, ou bien une certaine commune qui ont été citées. La commune de Tidja, que je connais très bien, pour avoir élaboré en tant que chef de mission le PDC de la commune de Tidja. La commune de Avrancou, que je connais très bien dans l'Ouémé, pour avoir travaillé dans cette commune pour le secteur reportage et l'enseignement dans le cadre du projet CIZ, Porte-Nouveau et d'autres. Donc, je vais prendre les préoccupations parce qu'il a dit beaucoup de choses en termes, disons, d'approvisionnement d'eau potable. Tidja et d'autres communes aussi, qui est une commune, Tidja, c'est une commune rurale, où dans les communes rurales, dans l'ancienne stratégie, c'est qu'il y a de cela 5 ans, 10 ans, ce qui se passe, c'est quoi? Nous réalisons des AEV. Il a dit, nous appelons addition d'eau villageoise. C'est que c'est des mini-SONEP qui sont réalisés en milieu rural pour les communautés, toujours pour pouvoir les desservir. Et nous parlons en termes de taux de décès. Le taux de décès veut dire quoi? Veut dire que dans la stratégie dit quoi? La stratégie dit que si nous avons un robinet, je dis bien un robinet, ça doit desservir 500 habitants. C'est ça qu'on appelle taux de décès. C'est ce que la stratégie dit. Un robinet doit desservir 500 habitants. Donc, une bonne fontaine doit desservir 500 habitants. Et en milieu rural, nous avons 2 types d'ouvrages. Nous avons les ouvrages simples qui sont les FPM, les forages équipés de pompes à moitié urbaine. Bon, je ne sais pas, peut-être que si je faisais des partages visuels, je ne sais pas prévu, sinon j'allais vous montrer un peu, et disons, ces infrastructures. Pour ceux qui ont envie d'aller au village, ils savent de quoi il s'agit. C'est-à-dire, c'est des forages où on a mis des pompes là-dessus, et avec la main ou bien avec les pieds, donc la force humaine, on les exerce là-dessus pour faire sortir de l'eau potable, directement de la nappe. Cette eau, parce que M. Doris a parlé aussi de la qualité de l'eau, cette eau est de bonne qualité, parce que ça sort directement du forage. Vous me suivez? Maintenant, nous avons les ouvrages complexes, que sont les AEV. Addition d'eau villageoise. Et c'est des ouvrages qui sont réalisés dans les villages et avec des bonnes fontaines pour desservir plusieurs villages à la fois. Et à ce niveau, en termes de taux de décès là, c'est qu'une bonne fontaine auquel les producteurs doivent aller prendre de l'eau là, ça doit être 500 habitants. Un village où nous avons 500 habitants, c'est-à-dire que ça coupe déjà au moins, ça s'étend au moins sur 2, 3, 4, 5 km. Vous voyez? Donc, quand on met le point d'eau quelque part, et quelqu'un doit pouvoir quitter 5 km pour venir chercher de l'eau, vous voyez qu'on va penser qu'il n'y a pas de l'eau. Or, la stratégie dit qu'il y a de l'eau parce que le taux est calculé, c'est que ce village est desservi. C'est pour cela que la terminologie accessibilité est venue maintenant. Taux d'accessibilité, cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous allons amener les communautés, les populations à faire des abonnements, des branchements privés, des branchements particuliers pour pouvoir leur raccorder les robinets à la maison. Voilà la démarche qui est d'être mise en œuvre. Ce qui conduit aujourd'hui au moment de rupture de pouvoir maintenant regarder des SAEP. Les SAEP, c'est les systèmes d'approvisionnement en eau potable qui sont beaucoup plus grands, qui peuvent couvrir plusieurs communes et qui peuvent permettre en milieu rural aux populations de pouvoir faire des abonnements et avoir un robinet chez eux à la maison, ce qui va résoudre le problème d'accessibilité. Ils n'auront plus à parcourir des distances pour pouvoir avoir accès à l'eau potable. Avant un cours, aujourd'hui,
dans l'arrondissement de Djomon. Djomon, c'est un arrondissement à Franco. L'État a réalisé aujourd'hui, et ça a été réceptionné, disons, un système d'apprentissage, ça y est, oui, qui va desservir plusieurs arrondissements aujourd'hui. Ce qui n'était pas le cas il y a de cela quelques années. Au niveau de la commune d'Afranco, que je connais très bien, Afranco avait une AEV à Sado, une AEV à Djomon, une AEV à Kouti, une AEV à Banga et Kafa, une AEV à Bozoumé. Vous voyez? Et ces AEV, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est la maintenance qui est le problème. C'est-à-dire, vous savez, c'est des châteaux. Et on confie ça, disons, à des petits, je vais dire fermiers, je vais dire, pas des gens trop professionnels à qui on confie ça et ils essaient de gérer pour donner de l'ordre à la population. Mais si nous constatons qu'aujourd'hui, ces AEV, la qualité de l'eau est douteuse, c'est normal. Pourquoi c'est normal? Les endroits que nous avons, c'est des tuyaux, c'est des canalisations. Quand il y a casse de tuyaux et qu'on n'intervient pas rapidement, c'est qu'il y a déjà des risques de pollution de l'eau. Quand l'eau séjourne longtemps dans le château d'eau, ça veut dire qu'il y a un risque de pollution de l'eau aussi. Vous voyez? Donc, tout ça va mêler. Quand la bonne fontaine, les populations n'ont pas des comportements hygiéniques, ça veut dire que l'eau à la source, au niveau de la bonne fontaine, sera aussi contaminée. C'est ça qui amène l'État à élaborer ce que nous appelons la stratégie nationale de la surveillance de la qualité de l'eau, qui amène les fermiers à pouvoir réaliser ce que nous appelons le PGSSE, plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau potable. Ce qui fait que l'eau, on vient faire des prélèvements des échantillons d'eau potable et on amène ça à Cotonou, à la DNSP, les laboratoires DGO, bien de ministère, pour analyser la qualité de l'eau. Mais ça a aussi un coût. Parce qu'un fermier qui doit pouvoir analyser là, ça dit qu'on doit pouvoir analyser cela pendant au moins 2 fois dans l'année. Et le coût tourne autour de 50 000, je vais dire, tout 50 000. Combien le fermier gagne pour pouvoir réaliser 50 000? C'est très compliqué pour ce fermier. Donc, pour contourner un peu cette difficulté, la GZ, il y a de cela pour 5 ans, a commencé par réaliser pour toutes les AEV ce que nous appelons les dispositifs de coloration de l'eau. C'est-à-dire, c'est des pompes doseuses comme la SONEB qui sont réalisées sur ces AEV pour pouvoir, en réalité, permettre à ce que l'eau qui sort puisse être de bonne qualité à la population, à la source. Donc, c'est du chlore qu'on injecte dans l'eau pour voir comment assurer la qualité de l'eau. Et on forme aussi ces producteurs-là à pouvoir procéder au lavage et à la désinfection des châteaux d'eau, ce qui n'est pas le cas quand il y a de cela quelques années. Donc, c'est ces approches qui sont en train d'être maintenant mises en place pour faciliter la tâche aux populations. Donc, je suis d'accord avec vous quand vous dites qu'au niveau des AEV, la qualité de l'eau est douteuse, c'est vrai, mais ce n'est pas pour toutes les AEV. Parce que l'État ne peut pas mettre à la disposition de la population une eau de qualité douteuse. Donc, mais c'est le comportement déviant que nous avons qui amène cette eau de bonne qualité à devenir, disons, une eau peut-être de mauvaise qualité. Un exemple terre à terre, la bonne dame, parce qu'il y a plusieurs types de récipients pour venir chercher de l'eau au niveau de la bonne fontaine. Le gars et la bonne dame met un raccord qui est là depuis peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, qui n'a jamais été changé. Et c'est à travers ça que les gens prennent de l'eau parce que d'autres viennent avec la bassine, d'autres viennent avec des bidons de 25 litres, les bidons jaunes là. Et c'est ça qui pollue. Quand vous faites une enquête par rapport aux récipients de puisage aujourd'hui, là, les bidons polluent et prolifèrent aujourd'hui. Les bidons ne sont pas lavés par les utilisateurs. Le robinet et le raccord qui raccorde, disons, le robinet autour là n'est pas aussi changé parce que c'est là pendant des années et ça contamine l'eau qui est déjà bonne à la source. Ça devient de l'eau contaminée pour la population. Donc, il y a tout un accompagnement en termes de sensibilisation des populations à pouvoir adopter des comportements hygiéniques pour pouvoir éviter les maladies. Et ça là, ce qui fait que les ministères de l'eau, les ministères santé et le cadre de vie là, interagissent pour pouvoir vraiment accompagner la population à ce qu'ils aient de l'eau potable. On a parlé aussi des DAO qui peut faire que
les marchés pour réaliser des infrastructures et peut tarder. On a parlé aussi de leadership. En réalité, il n'y a pas d'influence politique ni de leadership aujourd'hui. Parce que la stratégie est claire, il y a un plan d'action qui est mis en œuvre. Il n'y a pas à faire de bord ici, je vous rassure. Il y a pas de... Donc, l'État a élaboré un plan pour pouvoir, comment dirais-je, déployer, réaliser un certain nombre d'infrastructures sur le territoire. Donc, ce plan, c'est l'État même qui joue à travers l'agence de l'eau. Parce qu'il y a une agence qui est comment dirais-je, qui est installée, l'agence de l'eau, qui s'occupe beaucoup plus de la réalisation des infrastructures. Donc, ce côté de réalisation, avant, c'était les communes qui réalisaient les infrastructures. Maintenant, ce côté a été confié maintenant à l'agence qui réalise directement les infrastructures au nom des communes. Donc, voilà un peu beaucoup de ces éléments qui sont en train d'être mis en œuvre. Et tant qu'il y a à faire, on suppose que rien n'est fait. Mais il y a beaucoup de pas de géants qui sont en train d'être réalisés aujourd'hui. Et vous allez voir que d'ici quelques années, nous n'allons plus avoir de problème. La preuve aussi, à Cotonou, il y a plein de problèmes à Cotonou aussi, en matière d'approvisionnement en eau potable, à Calavi, à Papa, et comment dirais-je, à Fidjrosé. On n'arrive pas, parce que c'est quoi? À ce niveau, le problème qui se pose, c'est quoi? Le problème se pose par rapport à la densité de la population. La densité de la population est grande. La population est nombreuse. Ce qui fait que le mètre cube d'eau qu'on doit utiliser est faible. Et imaginez que le minimum d'eau que l'homme doit pouvoir utiliser par jour dans les salles, c'est 5 litres par jour. Regardez la population de Cotonou, de Cas, etc. Quand vous faites le point là, par rapport à ce que la SONE doit pouvoir envoyer, c'est-à-dire qu'il y aura des gens qui auront même le robinet, mais ils n'auront pas assez à l'eau. Et à ce niveau, l'État est en train de réaliser aussi d'autres infrastructures pour pouvoir desservir, raccorder Calavi, Cotonou, Porto-Novo, pour que la population puisse quand même avoir de l'eau. Et c'est des milliards qui sont en train d'être mobilisés pour en arriver à ce niveau. Si on prend ça là et on ajoute encore, ce n'est pas la lourdeur par rapport au DAO qui se pose, mais les marchés sont infructueux. C'est-à-dire, si on n'arrive pas à trouver une entreprise qui ait des capacités financières et qui a aussi des compétences nécessaires pour réaliser là, c'est-à-dire qu'il faut encore relancer, il faut aller carrément à l'international pour aller chercher les grosses caisses, vous voyez, pour pouvoir venir faire ce travail. Donc, voilà un peu la situation. Donc, c'est vraiment complexe comme activité. Le secteur de l'eau, c'est vraiment un secteur vraiment très, très, très dense. Très dense, je vous dis. Et c'est encore un secteur d'opportunité pour encore des années dans ce pays. Je vous remercie. Merci bien, M. Gandao. Est-ce qu'il y a une autre réaction? M. Dorus, il est toujours là. Si vous avez autre chose à apporter, vous êtes toujours le bienvenu. En attendant, on va écouter autre intervenant au besoin. Je vous rappelle que vous avez le chat box, vous pouvez envoyer vos messages. Vous avez aussi la possibilité de lever la main pour qu'on vous accorde la parole. Dans le cas contraire, Madame Laleye Carolina Adeyemi, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Madame Laleye. Madame Laleye Carolina Adeyemi. Si vous m'entendez, veuillez activer votre micro. Madame Sandrine Dagege. Madame Sandrine, bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous nous entendez 5 sur 5. Merci de prendre la parole. Vous allez brièvement vous présenter et nous donner votre appréciation sur la question que nous sommes en train de débattre ce soir. D'accord. Merci beaucoup. Moi, c'est Sandrine Dagege. Je suis biotechnologue alimentaire et web. Bon, j'ai pu de quoi il était question déjà avec la fiche. Et on parle de l'eau qui est un secteur vraiment, je vais dire, critique. Parce qu'en termes d'accessibilité, aussi de qualité. Donc, pour le moment, ça va. Avec les interventions
M. Ganaro, j'ai pu un peu cerner de quoi il s'agissait. Donc, je vous reviens s'il y a des points d'ombre. Merci. Si j'ai bien compris, vous avez dit que vous êtes biotechnologue alimentaire. C'est bien ça? Oui, exact. L'eau occupe quelle place pour vous dans vos activités professionnelles? Bon, déjà, comme l'a dit monsieur, en termes de biotechnologie, d'abord, il y a l'industrie agroalimentaire. Donc, dans les industries, l'eau est majoritairement utilisée. Oui, allez-y. Et également, il faut dire que dans une entreprise actuellement, donc, je suis un peu plus côté rédaction, ouais, pour le moment. Donc, côté professionnel, je ne saurais pas me prononcer actuellement, à part mes notions et mes expériences en entreprise. Merci, Madame Sandrine, d'avoir pris la parole. Veuillez couper votre micro à nouveau. Nous allons laisser le micro à Monsieur Venance Tosoupé. Monsieur Tosoupé, allez-y. Bonsoir à tous, bonsoir monsieur le modérateur, bonsoir aussi et merci aux communicateurs. Bonsoir à tous les participants, moi c'est Venance Tosoupé, je suis géophysicien de formation, journaliste à la presse écrite, journal santé environnement. Je remercie vraiment le communicateur pour cette brillante intervention. Je voudrais demander quel est le taux de décès aujourd'hui, de façon chiffrée, quel est le taux de décès en eau potable aujourd'hui au Bénin et le taux également d'accessibilité, puisqu'il en avait aussi parlé. Voilà, ce sont là mes premières questions. Je continue si vous me permettez. Bon, le communicateur souhaite que ça soit interactif. Vous allez garder la parole. Il va interagir avec vous au fur et à mesure. Donc, on va écouter M. Gandaho Amel. Ok, oui, merci. Merci beaucoup, monsieur Venance. Et comme je le disais tout à l'heure, nous avons deux milieux. On a le milieu urbain. Quand on parle de milieu urbain, c'est les villes. C'est les villes. Donc, dans une commune aussi, il y a toujours aussi la ville. C'est-à-dire que dans une commune rurale, là où est implanté, partout la sonnette passe là, c'est la ville, c'est urbain. Partout il n'y a pas la sonnette, c'est rural. Donc, quand on dit milieu urbain, donc c'est partout la sonnette passe. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la population qui est desservie par la sonnette au Bénin aujourd'hui, c'est 70%. Milieu urbain, c'est 70%. Maintenant, partout la sonnette ne passe pas, c'est le milieu rural. C'est là où intervient l'hydraulique. Donc, la direction générale de l'eau intervient en milieu rural. Donc, en milieu rural, nous sommes tous 63% aujourd'hui. Donc, c'est là où on a réalisé les AEV. C'est là où on a de réaliser maintenant les SAEP, les systèmes d'approvisionnement en eau potable. Donc, voilà un peu, disons, le taux aujourd'hui. Maintenant, par rapport au taux d'accessibilité, on ne pourra pas vraiment calculer. Parce que l'accessibilité, c'est quoi? L'accessibilité, c'est que chaque population, bien, chaque ménage, chaque concession a un robinet chez lui. Chaque population, bien, chaque abonné ou bien chaque maison a un robinet chez lui, chez lui pour avoir de l'eau. Et ce robinet part de la bonne fontaine qui permet de calculer le taux de décès. Parce qu'une bonne fontaine doit desservir 500 habitants. Donc, si je vais donner un taux par rapport à l'accessibilité là, c'est que l'accessibilité est déjà comprise dans la décès. Donc, c'est comment nous allons faire pour rapprocher, comment dirais-je, les robinets vers les communautés. C'est ça qui est le taux d'accessibilité. Donc, on peut peut-être faire un sondage ou bien une enquête dans une commune pour voir un peu le nombre de ménages qui ont pu faire des abonnements pour avoir le robinet chez eux. Encore qu'aujourd'hui, maintenant, comme les SAEP sont en cours de réalisation, ce n'est pas encore vraiment développé. C'est avec les SAEP que nous avons beaucoup de ménages qui ont fait des raccordements aux AEV. Ce qui fait que comme l'AEV n'est pas, disons, surdimensionné et que l'abonnement, il y a beaucoup de problèmes qui sont là-dessus, là, ça agit sur l'accessibilité de l'eau. C'est-à-dire, les gens le robinet, mais l'eau n'arrive pas à couler parce que
et la densification du réseau a fait que ça a dépassé le dimensionnement de l'ouvrage. Donc, tout cela est calculé pour que, comment dirais-je, les gens n'ont pas de, pour que les gens n'ont pas de robinet à la maison et qui n'ont pas de l'eau à la maison, disons, chez eux à la maison. Exemple de Cotonou, c'est n'a pas. Vous voyez, l'eau doit quitter, comment dire, Calavi, au niveau de Ita là-bas, pour venir desservir les gens de Cotonou et à Papa, en passant par le relais d'Akosombo. Vous voyez? Donc, et il y a un gap, il y a un gap à combler. Donc, ça veut dire que les gens on va faire des abonnements, mais comme il y a un gap à combler, les gens n'auront pas de l'eau. Donc, ça veut dire qu'ils ont le robinet, ils ont de l'eau, ils ont les robinets, mais ils n'ont pas accès à l'eau potable. Voilà un peu la nuance qu'on va faire à ce niveau. Donc, ce qu'on peut dire, on va parler de taux de décès, mais l'accessibilité, c'est au cas par cas qu'on peut gérer ça. Donc, en termes de taux de décès, c'est 70% en milieu urbain et c'est 63% en milieu rural aujourd'hui au Bénin avec le gouvernement de la rupture. Merci beaucoup. Donc, ça s'est beaucoup amélioré parce qu'il y a de cela 5 ans, 10 ans, on était autour de 43%. Avant que le gouvernement n'arrive là, nous sommes en milieu urbain, on est autour de 45% et en milieu rural, on est autour de 40%. Donc aujourd'hui, maintenant, il y a déjà à moins de 5 ans ou 10 ans, voilà le taux que nous avons atteint. Donc, on peut dire bravo au gouvernement de la rupture qui est là aujourd'hui. Ok, merci, Monsieur Gandaro. Avant de redonner la parole à Monsieur Venance, je suppose que Monsieur Dorus Akpamoli souhaiterait réagir sur le même sujet. Donc, on va laisser Monsieur Dorus réagir et on va revenir à Monsieur Tosupe Venance pour la suite de ses préoccupations. Monsieur Dorus, allez-y. Bon, monsieur, bon, c'est pas pour réagir en tant que tel hein, concernant la question de monsieur Tosupe. Bon, je vais d'abord laisser monsieur Tosupe finir et puis après ça, vous me donner la parole pour que je puisse poser mes questions. Merci. Ok, ça marche. Monsieur Tosupe Venance, vous pouvez continuer. Ok, merci beaucoup. Merci aux communicateurs pour les éclaircissements. Voilà, je poursuis. De plus en plus, on parle de la gestion intégrée de la ressource en eau, la GIR. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est une réalité au Bénin? Et si c'est le cas, alors, comment on peut comprendre alors que la population, je ne sais pas, est-ce que la population aujourd'hui est impliquée dans la gestion de l'eau? Sinon, les cas d'incivisme que nous notons par-ci par-là en termes de gestion de l'eau ne devraient pas se poser. Donc, est-ce que cette gestion-là implique la population à la base? Alors, la deuxième question, c'est que l'eau aussi, ça concerne également les animaux aquatiques. Hein, quand je prends les fleuves et autres, vous n'êtes pas sans savoir que dans la vallée de l'Ouémé, par exemple, il y a ces problèmes-là où on dit que les industries, l'usine ou bien, je ne sais pas comment on appelle là. En tout cas, il y a une usine qui est implantée à ce niveau-là et qui déverse parfois des polluants dans les fleuves. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un danger, hein, c'est un danger pour la population environnante et en matière de l'eau, non seulement pour la population et aussi pour l'écosystème aquatique? Donc voilà, merci beaucoup. Merci. On va laisser la parole au communicateur, M. Gandaro. Ok, merci beaucoup. Et je remercie M. Venance parce qu'il a abordé un second pan de l'eau. Tout ce que nous sommes en train de dire présentement, on est en train de parler de l'eau potable. Mais il a abordé un autre concept que nous appelons la GIR, la gestion intégrée des ressources en eau. Pour avoir de l'eau potable, on doit faire la GIR. D'abord, déjà, l'eau potable, déjà là, c'est le fait des SAEP là, c'est déjà la GIR. Pour comprendre le concept GIR, c'est déjà la GIR. Je donne un autre exemple de GIR pour que vous allez comprendre. Celui qui fait, comment dirais-je, la pisciculture, il fait déjà la GIR. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'eau, parce que la pisciculture, c'est dans l'eau. Aujourd'hui, maintenant, il y a même des caches flottants qu'on met sur le fleuve et on peut faire l'élevage des poissons.
Vous voyez, c'est déjà l'agir. L'agir n'est pas compliqué. L'agir n'est que, comment dirais-je, le métier en état, le métier de la qualité de l'eau, la protection de la flore et de la faune, parce qu'il en a bien parlé, et aussi d'autres ressources naturelles que nous disposons. Vous voyez, c'est ça l'agir. Et tout ça là doit conduire à pouvoir réduire les effets de serre, à pouvoir améliorer et à contribuer à la mesure des changements climatiques. Donc, on parle aussi aujourd'hui maintenant de la gestion des ressources en eau et résiliente au changement climatique et sensible au genre. C'est la terme maintenant qu'on utilise. Donc, tout ce que nous faisons maintenant dans l'agir là, c'est pour qu'il n'y ait plus de problème en termes de climat, c'est pour que la flore, la faune puisse se porter très bien, c'est pour que la ressource en eau que nous avons, que ce soit souterraine, que ce soit de surface là, ne soit plus polluée. Et parce que vous avez parlé tout à l'heure, disons, d'une usine qui déverse, etc. En temps normal, nous avons ce que nous appelons les polices sanitaires, la police sanitaire, ou bien les brigadiers sanitaires, qui doivent aller là-bas et faire l'inspection. On parle d'inspection, inspection sanitaire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce niveau, si ce n'est pas encore fait, soit il y a comment dirais-je, peut-être quelque chose, il y a quand même une déviance ou bien quelque chose qui se passe parce que l'État joue le rôle régalien. L'État, quand il joue le rôle régalien, c'est que l'État joue le rôle de respect des normes et de la qualité. Donc, si l'usine est implantée, c'est que l'usine a reçu une autorisation, peut-être de la commune ou de l'État pour exercer ses activités. Et on fait ce que nous appelons l'étude d'impact environnemental. Si l'étude d'impact environnemental est réalisée et que le promoteur ne respecte pas les clauses, c'est que l'État peut le verbaliser, l'État peut suspendre son contrat et peut-être lui infliger des dommages. C'est sûr que cette activité, je n'ai pas les preuves, je n'ai pas vu. Donc, ici, je me base sur vos déclarations, ça doit avoir une conséquence sur la ressource en eau. Or, en temps normal, avant que ces eaux ne soient déversées dans la nature, il faut pouvoir faire un traitement. C'est pourquoi vous allez voir que dans nos maisons, là, en termes d'assainissement, il y a ce que nous appelons la gestion des bouts de vidange. La gestion des bouts de vidange, c'est quoi? C'est au niveau de notre latrine. Les latrines que nous avons à la maison, surtout à Cotonou, etc., là, c'est des latrines où, c'est des latrines, je vais dire, à pu perdu, où les gens, à des moments donnés, ça se remplissent et on envoie les vidangeurs pour pouvoir collecter, disons, les bouts. Et quand on collecte les bouts là, on ne les jette pas comme ça. Il y a ce que nous appelons les stations de traitement des bouts de vidange, les steps. Et aujourd'hui, l'État est en train de réaliser beaucoup de steps aujourd'hui, que ce soit à Calavi, que ce soit à Porto-Novo, que ce soit à Lokossa, etc., pour pouvoir recueillir ces bouts de vidange, ces bouts que nous déposons, et de faire un traitement et pouvoir les transformer sous forme de fientes, sous forme de, d'engrais qu'on peut utiliser dans les champs. Donc, il y a beaucoup de chantiers que l'État fait, et comme on n'a pas l'information, c'est pas que ça avance. Et comme les chantiers sont vraiment grands, il y a beaucoup de défis au Bénin, c'est ça qui fait qu'on ne voit pas l'effort. Mais quand on rentre dans les chiffres, on voit qu'il y a des avancées qui se font. Bien vrai, je suis très content que vous ayez sorti le terme J. Donc, la J, c'est ça. La J, c'est déjà ce que j'ai expliqué. Celui qui fait déjà, au bord des couteaux, l'élevage des escargots, l'élevage des poissons, etc., il fait déjà de la J. Il fait déjà de la J. Celui qui vient et pomper de l'eau et pouvoir transformer cela, il fait déjà de la J aussi. En termes terre à terre, c'est-à-dire on n'ira pas dans les concepts pour compliquer la tâche. Pour le profane, pour la J, c'est ce que nous avons. Tout ce qui contribue à la protection de la flore et de la faune, surtout aux espèces en voie de disparition, c'est déjà la J aussi. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à la préoccupation de M. Venance. Merci beaucoup. Monsieur Venance, j'espère que c'est bon, hein? Ça peut aller? Ah oui, vraiment, c'est bien, c'est bon. Merci beaucoup, merci. Je vous en prie, monsieur Tofipé. Il est 21h32. La séance était censée être, disons, prendre fin plutôt à 21h30.
Je vais laisser la parole à M. Doris Akpamoli pour son intervention et certainement que ça va nous conduire vers la clôture de la séance. Monsieur Doris, allez-y. Merci beaucoup, Monsieur Youssouf. Bon, ma question, c'est certainement, hein, je vais aborder deux points de la thématique du jour. D'abord, le premier, c'est en tant qu'activiste, en tant qu'habitant hein, d'une commune rurale, et je voudrais intervenir un peu dans le secteur de l'eau, relever un peu les insuffisances, ce qui ne va pas au niveau de l'accès à l'eau, de la qualité de l'eau. Je parle peut-être même de la disponibilité des latrines. En tout cas, en tant qu'activiste, un acteur de changement dans une commune, comment est-ce que je pourrais identifier des problématiques dans le secteur de l'eau et de l'assainissement afin de pouvoir relayer cela auprès des autorités pour qu'il y ait des actions correctives? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, c'est en ce qui concerne l'assainissement. Aujourd'hui, en termes de disponibilité des latrines, aujourd'hui, dans les communes ou bien dans les pays environnants un peu, qu'est-ce qu'on peut tirer aujourd'hui? Est-ce qu'on peut notifier, est-ce qu'on peut affirmer que la défécation à l'air libre est totalement terminée et aujourd'hui, la population est tellement éduquée pour que elle puisse déféquer véritablement dans des latrines qui respectent les normes en vigueur. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Dorus. Nous allons laisser la parole au communicateur. Je rappelle qu'on tend vers la fin. On est en train de passer à 4 minutes après l'heure réglementaire. Monsieur Gadawa, allez-y. Merci beaucoup. Et trouver des problématiques en termes d'assainissement, si je comprends très bien. Et les communes, en dehors du document que nous appelons le PDC, qui a élaboré le plan de développement communal qui est élaboré, c'est un plan qui permet aux communes de pouvoir, disons, formuler plusieurs projets, programmes pour pouvoir exercer sur 5 ans. En dehors de ce document qui existe dans les communes, il y a ce que nous appelons le FAC, le plan d'hygiène d'assainissement de la commune. Le FAC, donc c'est un PDC sectoriel, secteur hygiène et assainissement. Donc, si quelqu'un veut avoir des problématiques, il peut aller consulter ce document au niveau de la commune et verra un peu les problèmes, parce qu'il y a une pièce qui est faite pour pouvoir sortir, sortir les problématiques de développement en termes d'hygiène d'assainissement et les projets sur lesquels on peut, programmes, activités sur lesquels on peut agir pour pouvoir vraiment contribuer efficacement à l'amélioration du cadre de vie et des existences des populations. On peut aussi faire, parce qu'on connaît un peu les réalités des populations, on peut aussi faire un sondage pour voir un peu comment ça se passe. La preuve, M. Doris a parlé de défécation à l'air libre. La défécation à l'air libre, il y a un programme au Bénin qui a travaillé là-dessus pendant des années. C'est le programme OMI Delta. OMI Delta. OMI Delta n'est que, comment dirais-je, je vais dire, le cousin ou bien le frère ou bien l'enfant de PPA2. Donc, ce programme a travaillé sur la lutte contre la défécation à l'air libre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut amener chaque ménage à réaliser de latrines chez eux. Donc, chaque population doit pouvoir réaliser, chaque communauté doit pouvoir réaliser des latrines chez elle. Maintenant, pour réaliser des latrines, il y a plusieurs paramètres qui se posent. Il y a le coût de réalisation. Il y a la technologie de latrine qu'il faut réaliser, qui sera adaptée au milieu. Si nous sommes sur une terre hydromorphe, ce n'est pas la même latrine qu'il faut réaliser sur la terre ferme ou bien sur la terre de plateau. Si nous sommes à Cotonou, ce n'est pas le métier de latrine qu'on a peut-être réalisé si nous sommes peut-être sur une terre ferme à Porto-Nouveau. Vous voyez? Donc, en termes de technologie, d'infrastructure à réaliser, ça a un coût. Et vous connaissez un peu la bourse des populations. La bourse des populations fait que le coût de réalisation devient compliqué pour eux, ce qui fait qu'ils sont obligés de faire des trucs précaires pour pouvoir avoir quelque part pour faire cela, mais ça ne dure pas. Donc, quand ça ne dure pas là, ils retournent encore à la défécation à l'air libre. C'est ça qui se passe, simplement. Donc, aujourd'hui, maintenant,
il y a un projet qui est en cours aujourd'hui par la GZ pour pouvoir, comment dirais-je, répertorier par zone, par type de sol, les types de latrines qu'on peut réaliser qui répond à ce que nous appelons résilience au changement climatique et sensible aux gens. Parce qu'il y a aussi des latrines maintenant que nous appelons les latrines spécifiques. Ça veut dire quoi? Il faut des latrines pour des handicapés, il faut des latrines pour hommes et pour femmes. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, dans nos écoles aujourd'hui, vous voyez, tel que les latrines se font là, ça ne protège pas la nudité de nos filles. Ça, parce qu'une fille qui, au collège, qui a ses menstrues en classe, les types de latrines que nous avons aujourd'hui ne couvrent pas la fille. La fille est souvent ridiculisée, ce qui contribue à, à la déperdition scolaire. Donc, il y a plusieurs thématiques sur lesquelles on peut travailler. Et si vous vous rapprochez de moi, ou bien sûr là, on peut encore en parler et trouver les choses sur lesquelles on peut agir. L'heure est déjà avancée. J'ai beaucoup de choses à encore dire, mais je crois que peut-être on peut encore mettre le débat pour d'autres fois et on pourra vraiment échanger. Monsieur Doris, merci beaucoup. J'apprécie beaucoup vos questions et c'est vraiment un peu continuer l'échange après aussi. Je vous Merci au communicateur, M. Gandao, qui nous a véritablement enrichi autour de cette thématique. Merci à tous les participants. Les questions, ça ne manquera pas, même si on ajoutait 1 heure en plus, on n'aura pas pu quand même épuiser toutes les questions et toutes les préoccupations. Je dis merci à tous ceux-là qui sont intervenus et à tous ceux-là qui nous ont suivis aussi de bout en bout. Monsieur Dorus, est-ce qu'il y a autre chose à annoncer avant qu'on ne se quitte? Ok, je voudrais informer que bon, nous allons intégrer Monsieur Gandaro dans le forum des e-reporters. Certainement, s'il y a des questions supplémentaires, les participants pourront les poser parce que tout le monde n'a pas pu parler ce soir. Et donc, aussi, demain, nous aurons une autre thématique avec un consultant sur les objectifs de développement durable. Et le jeudi, nous aurons également une autre session sur comprendre et évaluer les actions dans le secteur du changement climatique. Donc, nous avons 2 séances, le demain et puis après-demain. Voilà un peu ce que je tiens à dire comme information. Et l'autre chose, je voudrais demander aux participants à bien vouloir communiquer aussi également autour de nos communications, autour des activités pour permettre à ce qu'il y ait de nombreux participants. Donc, je vous invite à faire cela et aussi à inviter les autres participants de notre forum, les autres e-reporters, ceux qui suivent le programme avec moi, bien vouloir les inciter à suivre le programme parce que nous tendons progressivement vers la fin de notre processus. Donc, voilà un peu ce que je tiens à dire. Je profite de l'occasion pour remercier M. Gandaro pour cette communication. Je crois qu'avec M. Gandaro, nous allons définir prochainement encore une autre séance de brainstorming parce que la session est très intéressante. J'ai beaucoup d'autres questions, certainement aussi également les participants d'autres questions et ensemble, nous allons discuter. Merci beaucoup. Merci, M. Dorus Akwamoli. Merci à e-reporter ODD 2030-2063, cet agenda grâce auquel nous avons pu quand même nous retrouver ici pour discuter autour de cette thématique avec M. Gandaro Armel. Merci à M. Ayihu, M. Kodjo Alfred Adjaka, M. Danhuignon Jessougnon, M. Falade Pierre, Monsieur Jean-Claude Hougnon, Madame Lalaya Caroline Adeyemi, Monsieur Lanzi et aussi Madame Sirena, tous ceux-là qui sont passés, qui ne sont plus avec nous, nous disons merci et agréable soirée à chacun et à tous. Monsieur Gandaro, bénédiction sur vous et sur tous les autres participants. Bonsoir à tous. Merci beaucoup. Bonsoir à tous.